Bonjour, nos chers membres et nos chers honorables juges. Encore une fois, on entretient un dialogue avec nos homologues des juges du continent africain. Aujourd'hui, ça va être un autre thème. On ne va pas débattre, ou plutôt on ne va pas donner une présentation sur l'organisation judiciaire des pays africains qui représentent nos membres correspondants, mais plutôt un autre éclairage juridique et judiciaire sur un autre thème. Donc, dans le cadre de l'enrichissement de nos connaissances en matière de justice et de droit, nos rencontres se poursuivent aujourd'hui. Dans le cadre aussi de la promotion du dialogue judiciaire et juridique en Afrique et pour la mise en œuvre des objectifs du forum, notre entretien aujourd'hui pose sur la présentation des cours régionaux et sous-régionaux en Afrique. Aujourd'hui, la Cour de justice de l'UEMOA, qui est la Cour de justice de l'Union économique et monétaire Ouest Africa. Son siège est en Burkina Faso, à Ouagadougou. Mais avant de passer la parole à notre cher et honorable magistrat qui était l'ex-président de cette cour, je vous donne un petit éclairage aussi sur qu'est-ce que c'est que l'UEMOA, qui a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar, qui est l'Union économique et monétaire Ouest Africa et qui se compose de quelques pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. Donc, je vous présente Madame Eba Touré Joséphine Suzanne, qui a été à un certain moment l'ex-présidente de cette cour. Actuellement, elle est membre à la cour même, parce que la présidence, comme elle va bien vous l'expliquer tout à l'heure, notre honorable juge, c'est une présidence tournante. Elle a acquis en 2015 officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, en 2018 médaille d'or de Forum du Crans-Montana. Madame Touré Joséphine est une magistrate de carrière qui est titulaire d'une maîtrise en droit, carrière judiciaire, Université d'Abidjan, Cocody, diplômée de l'école de la magistrature comme tous les magistrats du pays africain. Elle a débuté sa carrière comme magistrat stagiaire au tribunal première instance à Bengourou, après substitut. Elle a grimpé les échelons comme sous-directeur de la direction de la formation continue et des stages, après conseillère à la Cour d'appel d'Abidjan et aussi ex-conseillère constitutionnelle au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. C'est une femme qui a quand même un parcours très remarquable et qu'elle honore la magistrature et la femme africaine. Sa participation aussi aux différents séminaires internationaux en Europe et en Afrique lui a donné un atout de plus en plus de grade élevé. Aussi, je n'oublierai pas de vous dire qu'elle a eu un passage au Royaume du Maroc en 2011. Elle a participé à la rencontre internationale des associations des cours et des conseils constitutionnels ayant un partage à l'usage français. Je ne prendrai pas beaucoup de temps pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette cour. Je passe la parole à Madame la Présidente. À vous la parole, Madame. Merci beaucoup, honorable juge, chère sœur. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui lors d'une discussion pour notre forum que vous avez eu l'idée de créer. Et je me rappelle ce jour, permettez-moi une petite digression. Et nous étions en Ouganda. Et déjà, dès le salon VIP, nous nous sommes rencontrés. Et vous m'avez fait part de votre projet ambitieux. Je dois avouer que je n'y croyais toujours pas, mais je constate qu'avec la force de vos convictions, votre engagement, votre insistance et le courage qu'a toute femme, vous avez réussi à créer ce forum et je vous en félicite. Et je félicite tous les magistrats qui ont pu s'inscrire et je ne doute pas que d'autres viendront quand ce forum commencera à vivre. Et je vous remercie aussi pour la belle présentation que vous avez faite de l'UEMOA ainsi que de la Cour de justice de notre Union. Et donc, je suis effectivement Mme Eba Touré Joséphine Suzanne, magistrat, officier de l'Ordre national du mérite de Côte d'Ivoire.
et je suis ex-présidente de la Cour de justice de l'UEMOA que j'ai eu l'honneur et le privilège de diriger de mai 2016 à juin 2019, date à laquelle, à la suite d'une élection, la présidence est passée au Mali. Donc, il ne s'agit pas d'une présidence tournante, il s'agit d'une élection par les membres de la Cour de justice elle-même. Et je pense qu'on a tous souhaité, on a voulu que la présidence aussi passe au Mali. Donc, c'est ainsi que la présidence est passée au Mali. Je reste toujours membre et je puis vous assurer que la collaboration est très bonne et nous apprenons tous, nous collaborons tous et nous participons tous au fonctionnement de la dite Cour, qui a été créée, je dois vous le dire aussi, par l'article 38 du traité de l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle a été donc créée le 10 janvier 1994 et comme vous l'avez si bien dit, le siège est à Ouagadougou, tout comme le siège de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, nous avons à Ouagadougou la Cour de justice de l'UEMOA, nous avons la Cour des comptes, nous avons aussi la commission qui est à Ouagadougou. Voilà, brièvement présenter les organes de l'Union qui sont présents à Ouagadougou ainsi que la Cour de justice. Donc, je suis tout ouverte à vos questions. Ben, merci pour l'éclaircissement, Madame la Présidente, mais plutôt mes questions posent sur la compétence de cette Cour. Comment elle est composée et de quoi elle est compétente, tout simplement, en un bref aperçu. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je vous ferai d'abord part de la composition de la Cour. Comme vous l'avez si bien dit, la Cour comprend 8 membres et les 8 membres représentent, on va me répéter, les 8 pays que vous venez de citer. Et ces 8 membres sont désignés chacun par leur pays lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est cette conférence des chefs d'État et de gouvernement qui, au vu du CV, du curriculum vitae, du profil, accepte ou non le candidat du pays. En général, c'est accepté parce que tous les pays prennent le soin de choisir des magistrats hautement compétents ou même des personnes qui ne sont pas magistrates, mais qui sont reconnues pour leur qualité en matière administrative, pour leur qualité de travail. Cela veut dire que pour être membre de la Cour de justice de l'UEMOA, on n'a pas forcément besoin d'être magistrat. On peut être avocat, on peut être grand administrateur, et donc c'est l'une des conditions sine qua non. Et donc, lorsque la conférence des chefs d'État est d'accord, elle nomme le membre par acte additionnel. L'acte additionnel, c'est l'acte que prend la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le plus grand acte qui est susceptible de contrôle de recours, c'est par cet acte-là que les membres de la Cour sont nommés. Et dès que les membres de la Cour sont nommés, par exemple, notre collège a été nommé en même temps parce qu'il n'est pas inutile de le souligner. La Cour a connu une petite crise durant 2-3 années, à l'issue de quelle crise les autres membres ont été révoqués et les chefs d'État ont désigné d'envoyer 2 nouveaux membres parce que l'atmosphère de travail n'était plus viable. Je vous épargne les détails de cette crise. Donc, nous avons tous été nommés en même temps et l'élection a été faite autour des 8 membres qui ont décidé unanimement, je dois le reconnaître et je leur dis merci, de me désigner président de la Cour de justice de l'UEMOA. Et donc, après que la présidence a été désignée ou que la présidence a été choisie, les membres par ordre d'ancienneté d'âge, puisque c'est le même collège, choisissent les postes. Nous avons donc la présidente. Après la présidente, nous avons le premier avocat général et le deuxième avocat général. Et nous avons les autres membres de la Cour. Mais il est utile de préciser qu'au niveau de la Cour, le sens, et ça c'est un débat, moi c'est mon point de vue, l'avocat général au niveau de la Cour n'a pas le même rôle que l'avocat général au niveau des cours nationales. C'est-à-dire que l'avocat général, à mon sens, vient éclairer il vient éclairer le juge, il vient éclairer la Cour dans sa décision. C'est un apport en plus. Parce que comme on dit, l'adversité ou l'opposition est toujours un plus pour nous. Ce n'est pas en fait un organe de poursuite. Oui. Parce que la Cour ne poursuit pas en pénal. C'est juste un organe qui vient donner un autre avis à la Cour. Il peut même arriver que le rapport du juge soit identique aux réquisitions ou aux conclusions de l'avocat général. Ils peuvent avoir la même idée ou la même décision
ou sur le dossier. Et donc, la Cour donc, est composée de 2 avocats généraux et de 6 juges. Voilà, donc c'est à peu près cela. Tout à l'heure, quand je parlerai des compétences, je profiterai pour vous expliquer un peu comment fonctionne effectivement la Cour, les rapports entre l'avocat général et le juge. Et donc, la Cour a principalement 8 compétences. Elle peut connaître du recours à manquement, qui est un recours qui permet à la Cour de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du traité. Et cette procédure peut être engagée soit par la Commission ou par un État membre après saisine de la Commission. Nous avons aussi le recours en appréciation d'illégalité, qui est le recours qui est dirigé contre les actes communautaires obligatoires, c'est-à-dire les règlements, les directives et les décisions qui font grief. Et comme je vous l'ai dit, l'acte additionnel, qui est aussi un acte communautaire, ne peut être connaître du juge. C'est un acte qui est insusceptible de recours, c'est un acte qui est insusceptible de contrôle. Donc, cet acte additionnel, qui est un acte de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, n'est pas susceptible de recours et échappe donc au recours en appréciation à l'égalité. Nous avons aussi le recours du plein contentieux de la concurrence, et qui est le recours par lequel la Cour se prononce sur les décisions prises par la Commission contre les entreprises qui n'auraient pas respecté le principe de la libre concurrence et qui auraient abusé de leur position dominante sur le marché de l'Union. Parce que comme l'Union européenne, l'un des objectifs de l'UEMOA, c'est de permettre la libre circulation des produits, la libre vente, etc. et le respect des règles de concurrence. Donc, nous avons aussi le recours du personnel de l'Union. C'est un peu le recours de la fonction publique qui permet à la Cour de statuer sur tout litige entre les organes de l'Union et leurs agents dans les conditions déterminées au statut du personnel, dont je ne veux pas parler ici parce que ce serait trop long d'avoir à peine 30 minutes. Et nous avons aussi le recours à responsabilité. Cette action, en fait, il faut le dire, est fondée sur la responsabilité non contractuelle permettant à la Cour de statuer sur la responsabilité de l'Union pour les dommages causés par les organes ou les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ça veut dire quoi? Que lorsque la Cour se comporte ou un agent commet une faute en dehors de son travail, en dehors de ses fonctions, la Cour ne peut pas connaître de cette responsabilité-là. Et aussi, lorsque la Cour se comporte comme un simple contractuel, s'il y a un problème, c'est le tribunal de droit commun qui est compétent. Voilà. Donc, c'est une responsabilité qui met en cause, qui est non contractuelle. Voilà. Et nous avons aussi le renvoi préjudiciel. Le renvoi préjudiciel, c'est vraiment pour moi le renvoi, l'action qui est pour moi celle qu'on doit développer. Parce que c'est cette action-là qui permet à la Cour de vérifier si les États respectent la loi communautaire ou l'appliquent convenablement. Donc, lorsque deux parties ont un conflit et qu'un acte communautaire est en cause, si le dossier vient en première instance, la loi dit que le juge qui est saisi du dossier peut demander à la Cour son avis sur le sens de la loi au cas où il ne la comprendrait pas. D'accord? Ça, c'est en première instance. S'il ne le fait pas parce qu'il estime que la loi est assez claire pour lui, il l'applique. Et donc, nous avons eu pour habitude de dire que le juge national est le premier juge de la loi communautaire. L'application du juge national ou son non-respect n'est pas que contrôlée par la Cour de justice de l'UEMOA, elle est contrôlée prioritairement par le Cour national. Si au cours de ce procès, l'une des parties demande à ce que le juge suspende l'audience et exerce le recours préjudiciel pour demander à la Cour de justice de l'UEMOA le sens exact de la loi, le juge peut ou doit suspendre et exercer ce renvoi préjudiciel. En tout état de cause, si la loi est claire, que le juge estime qu'il n'y a pas d'interprétation à donner,
Parce que souvent, les parties peuvent faire du dilatoire pour faire traîner la procédure. Le juge peut statuer en l'état parce que la loi est assez claire. Et cette possibilité se voit aussi bien en première instance qu'en seconde instance. Mais lorsque nous sommes en dernière instance et que l'organe saisi doit statuer en dernier lieu, si une loi communautaire est en cause ou intervient, le juge doit obligatoirement saisir la Cour de justice de l'UEMOA pour avoir son avis sur le sens de la loi, même en l'absence de saisine, en l'absence de demande d'une des parties. Voilà, cela pour vraiment protéger les droits des parties. Et donc, nous avons aussi les avis et recommandations qui peuvent être demandés par les États membres ou bien par la Commission sur le sens à donner à un texte de loi. Et donc, les avis sont consultatifs, mais la Cour peut aussi faire des recommandations. Et nous avons aussi les clauses d'arbitrage, qui est la compétence par laquelle la Cour remplit également ses fonctions d'arbitre en vertu d'un compromis édicté par les États membres à l'occasion de la survenance d'un litige ou à l'interprétation ou à l'application du traité. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, les compétences de la Cour. Voilà. Ben, je vois bien, Madame la Présidente, que c'est presque les mêmes compétences de la Cour européenne de justice. Donc, c'est une cour qui a un côté juridique dans la mesure où elle émet une décision émanant d'un recours d'un pays ou d'un autre. Et elle a aussi elle donne aussi des avis juridiques si elle a été saisie pour ce fait. J'ai une toute petite question et ça va être la dernière, Madame la Présidente, c'est que cette Cour, si jamais il y a un recours, le recours, est-ce qu'il est introduit devant cette Cour par un État membre ou bien même les personnes physico-morales qui peuvent avoir un intérêt direct et personnel peuvent introduire un recours contre un règlement un règlement en relation, voilà, un règlement en relation avec la communauté, c'est ça. Et aussi, est-ce que, au cas où vous donnez des décisions, est-ce que les décisions prises par cette Cour, l'effet juridique de ces décisions, est-ce qu'elles sont contraignantes ou pas par rapport à l'État qui a introduit le recours et par rapport aux parties, plus ou moins. Voilà. Et ça va être la dernière question. Merci. D'accord, c'est une double question à laquelle je vais répondre parce que ces deux questions ont fait l'objet de séminaires avec les cours nationales pour vraiment que les gens sachent que la cour existe. Donc, c'est pour vous dire que des personnes physiques peuvent saisir la cour à l'occasion de la mise en cause de la responsabilité des organes ou aussi à l'occasion de ils peuvent aussi saisir la cour pour mettre en cause la légalité d'un acte qui leur fait grief. C'est ce que j'ai expliqué à travers les différentes compétences. Et c'est vrai que la Cour existe depuis, elle est majeure, elle a un peu plus de 20 ans d'existence, mais comme toutes les cours en Afrique, vous savez qu'elles prennent du temps. Et l'Africain, en général, nous réglons nos problèmes, cela ne va pas là. Et donc, on y va à la justice. Que quand c'est vraiment très grave, c'est maintenant que cela se développe. Parce que même, je sais qu'envoyer son mari à la justice ou son épouse à la justice pour demander au juge matrimonial d'arbitrer des petits soucis, toute la famille vous tombe dessus. Et à plus forte raison, des litiges plus graves, donc on n'y va pas. Et donc, quand la Cour a été créée, il fallait déjà qu'elle soit créée, que les organes soient installés, que les juges soient désignés et qu'elle se fasse connaître. Et qu'on sache que la Cour n'est pas réservée qu'aux États ou à la Commission ou aux organes de l'Union, mais qu'elle était en fait faite pour les destinataires de ces lois-là, qui sont les citoyens. Et lorsque nous avons pris la Cour en marche avec le collège dont je fais partie, nous nous sommes rendus compte que les saisines des parties étaient vraiment très moindres. Donc, nous avons mis en place des séminaires de vulgarisation à l'endroit de ces personnes-là. Et nous avons donc fait ces séminaires avec les avocats dans tous les États. Nous avons invité des ONG, toutes les personnes intéressées, différents cadres économiques et autres, des impôts, du trésor et tout.
Et nous avons fait un grand séminaire régional qui a regroupé pratiquement toutes les parties prenantes. Et donc, voilà, pour dire que la Cour est peut-être saisie par des personnes physiques. Certains avaient mis en cause, avaient mis au devant le fait de leurs difficultés financières, puisque la Cour est à Ouagadougou. Si vous êtes en Guinée-Bissau, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes une personne physique dans le dénuement, vous ne pourrez pas encore venir jusqu'à Ouagadougou, prendre votre billet et tout, c'est très cher. Donc, nous avons pu obtenir que dans le budget de la Cour soit prévue une aide judiciaire, c'est-à-dire une aide pour assister les personnes qui saisissent la Cour, qui peuvent avoir une prise en charge judiciaire d'un montant, je crois, de 5, forfait de 5 millions, mais en cas de difficulté, la Cour peut lui accorder plus pour pouvoir se faire assister. Parce que la procédure devant la Cour, elle est obligatoirement faite avec la présence d'un avocat, de sorte que une personne physique toute seule ne peut pas saisir la Cour, même les États. Il faut vous faire assister d'un avocat. Et par exemple, en général, les États ont leur avocat, et la commission a son avocat, ou ils peuvent nous envoyer aussi un agent judiciaire du Trésor assermenté qui est vraiment destiné à ça et qui a un mandat pour représenter son pays. Donc, la Cour est ouverte aux personnes physiques, aux individus qui peuvent nous saisir quand un acte leur fait grief ou quand la responsabilité d'un organe est mise en cause. Et cette personne-là peut bénéficier de l'assistance judiciaire qui est accordée par la Cour à certaines conditions qui ne sont pas différentes des conditions générales que tout le monde connaît. Et par ailleurs, au niveau de l'exécution des décisions de justice, je pense que c'est un problème qui est commun aussi à la Cour de justice de la CEDEAO, avec laquelle nous avons eu 2 jours de colloque. Et même les autres cours aussi, nous avons pris part, nous avons discuté pour dire que la Cour n'a pas de moyens de coercition. Elle n'a pas, et donc, comme on n'a pas de moyens d'obliger. Donc, mais le problème qui s'était posé, c'était surtout comment amener un État à respecter la décision de la Cour de justice de l'UEMOA. Nous leur avons dit qu'on ne peut pas exécuter un État comme on exécute un individu. Et puis, la Cour, le plus gros moyen qu'a la Cour, c'est que dès que la décision de la Cour est prononcée, elle est exécutoire. On n'a pas besoin de l'estampiller de la formule exécutoire ou d'engager une procédure. Elle est exécutoire. Et en principe, chaque pays doit avoir le système qu'il lui faut pour exécuter ses décisions de justice. Ces décisions de justice, de la Cour de justice de l'UEMOA. Mais à ce jour, les pays sont un peu lents et nous y travaillons. Mais déjà, pour contraindre les États à s'exécuter, il y a plusieurs procédures qui sont propres aux États. Bon, je peux vous citer, même au niveau de l'Union européenne, c'est ce qui se pose aujourd'hui. On parle de, voilà, donc il y a des conditions pour pouvoir contraindre un pays. D'abord, il y a les rappels, il y a les recommandations. Lors de réunions, ils sont interpellés. Et après, on passe au stade plus sévère, payer un peu les vivres. Bon, là, je ne vais pas trop développer, je pense que tout le monde le sait. Et nous sommes entre sachants. Bon, donc, les États peuvent être exécutés. Mais effectivement, l'exécution des décisions de justice au niveau des cours, de la Cour de justice de l'UEMOA a fait l'objet des séminaires parce qu'effectivement, ça pose problème. Et c'est le même problème que nous partageons aussi avec la Cour de la CEDEAO. Et je pense que nous avons travaillé, nous avons soumis nos résolutions aux autorités compétentes. Et je pense qu'avec le temps, les exécutions se feront, l'exécution des décisions de justice se feront de manière plus fluide. Voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Je vous remercie. J'allais vous dire tout à l'heure que oui, que vous avez soulevé la problématique de la présence et des frais qui alourdissent le déplacement. Je peux vous dire que maintenant, avec la justice numérique, avec les moyens maintenant de communication par Internet, donc peut-être on va pouvoir dépasser ce stade de déplacement et pouvoir. Oui, les audiences vont commencer à s'organiser via Internet. Voilà. Donc, à ce niveau, j'aimerais souligner que la Cour de la CEDEAO déjà a commencé à faire les audiences par visioconférence à l'occasion de la COVID-19 qui a empêché les gens de se déplacer. Au niveau de la Cour de justice, nous y travaillons parce qu'il faut quand même mettre le nécessaire sur place,
il faut communiquer. Nous avons déjà un site internet. Nous avons un site de la Cour de justice de l'UEMOA. Vous tapez Cour de justice de l'UEMOA, vous aurez le site. Et nous travaillons à ce que les visioconférences ou bien les visio-audiences puissent se faire dans les plus brefs délais. Voilà. Mais souvent, voilà. Oui, pardon. Parce que même au niveau du tribunal administratif de l'Union africaine dont je suis membre, ça fait presque 1 an et demi depuis le début de la pandémie. La pandémie a commencé au mois de mars, donc depuis le mois de juin 2020, on s'est réunis, on a préparé nos audiences par Zoom, comme vous maintenant, et on a délibéré avec tout le système, avec toute l'installation qu'il faut. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rassemblés en présentiel. Voilà. Donc, je vous repasse la parole. Je vous laisse le soin de dire le dernier mot pour qu'on clôture cette séance. Madame la Présidente, à vous le dernier mot. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie vraiment pour cette initiative qui permet à tous les magistrats de se retrouver sur ce forum, d'échanger sur les différentes cours qui existent, de savoir leurs compétences. Et cela participe aussi à l'enrichissement et au développement du droit dans l'intérêt des peuples. Et comme je vous l'ai dit, nous allons, au niveau de la Cour de justice, profiter de l'expérience de la CEDEAO en matière de visio-audience. Et nous comptons aussi sur vous pour nous accompagner sur ce point-là. Et donc, parce que, voilà, comme je le dis, nous devons tous faire au mieux le travail que nous avons, parce que le travail que nous avons, c'est une part de son pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir de juger. Donc, nous devons l'accomplir avec beaucoup d'humilité, beaucoup de droiture et mettre tout en œuvre pour faire au mieux, parce que demain, nous aurons des comptes à rendre. Et donc, pour faire au mieux, la justice est destinée au peuple. Et il faut que le peuple puisse nous toucher. Il faut que le peuple puisse comprendre la décision qui a été prise. Et donc, vraiment, comme vous l'avez dit, il faut amoindrir toutes les difficultés qui existent, aplanir le terrain pour l'avènement d'une justice meilleure. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Présidente. Merci nos honorables juges qui nous suivent via le compte fermé de notre groupe Facebook Forum de dialogue des magistrats africains. Le prochain mois, je vous présenterai la cour de la CEDEAO parce qu'on va un peu diversifier. On avait déjà eu des entretiens avec quelques membres de notre forum concernant l'organisation judiciaire de leur pays. Maintenant, on va un peu diversifier et donner un éclairage juridique et judiciaire sur les cours régionaux et sous-régionaux qui existent en Afrique. Je vous remercie, Madame la Présidente. À la prochaine fois. Au revoir.